Bienvenue à vous sur le plateau de Plus d'Actu. On va, comme chaque vendredi, prendre le temps de poser des questions, d'écouter des réponses. Il sera question justement aujourd'hui des finances bruxelloises. Les finances, c'est le cœur de tout en politique. Y a-t-il encore moyen de faire de la politique à Bruxelles ? Eh bien, on va voir ça avec le ministre bruxellois des Finances et du Budget. C'est le libéral flamand Sven Gatz. On l'accueille. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Je l'ai dit, vous êtes en charge des finances bruxelloises et on a beaucoup de questions là-dessus parce que c'est l'ossature sans argent. On ne fait rien, notamment et peut-être surtout en politique. Et ce qui m'a surpris en préparant cette émission, eh bien, c'est que ces questions de finances qui interpellent beaucoup les gens du milieu, la presse, les parlementaires, les ministres, eh bien, on a aussi des auditeurs que cela inquiète. Et on va prendre pour ça la direction de la régie avec vous, Aline Walsdorf. Vous nous le confirmez. Beaucoup de téléspectateurs via les réseaux sociaux sont interpellés et posent la question notamment de la dette de la région bruxelloise. Oui, en effet, beaucoup de téléspectateurs et internautes s'inquiètent de l'état des finances bruxelloises. En effet, Cédric évoque un état lamentable et une dette abyssale. Ensuite, Pascal se demande comment combler cet énorme déficit. Et finalement, Kimi fait une proposition, celle de taxer davantage les fonctionnaires européens. On pourrait supposer que cette proposition s'étend à d'autres catégories, comme celle des diplomates, par exemple. Sven Gatz, vous faites partie de ces Bruxellois qui sont inquiets par rapport à la dette. Elle est de combien, d'ailleurs, pour donner un chiffre un peu précis? Elle est au-delà des 10 milliards d'euros. Ça veut dire qu'avec les revenus qu'on a chacun de 6 milliards à 6 milliards et demi, c'est inquiétant. Et bien sûr, je m'inquiète en tant que ministre des Finances. Mais il faut naturellement analyser également la dette. Elle a augmenté à cause du Covid, oui, mais elle a également augmenté parce que le gouvernement bruxellois l'aurait voulu, c'est-à-dire l'a voulu avec les investissements stratégiques dans le métro, mais aussi dans les autres moyens de transport public. Vous disiez vous-même au début de la législature, oui, les taux d'intérêt sont bas, on va pouvoir s'endetter. On a été trop loin ou ça reste sous contrôle? Je pense que pour le moment, c'est assez délicat. Mais ce que nous avons fait comme dette, il faut naturellement la payer, la repayer, c'est toujours. Et nous avons les moyens. Avec un taux d'intérêt de combien? Pour le moment, il est à 3,5%. Et quand j'ai commencé cette législature, il était à 0,5. C'est une grande différence. Ceci dit, la majorité de notre dette est toujours empruntée aux taux d'intérêt très bas. Et donc, ça c'est la situation actuelle. Naturellement, j'ai déjà fait des propositions au gouvernement et je devrais le faire si je suis autour de la table après les élections, pour rentrer ces investissements stratégiques dans le budget et pour avoir un budget public plus sain, disons. Ce que vous voulez dire, c'est rembourser une partie de la dette pour la réduire, mais ça va coûter de l'argent aussi. Non, il faut pas rembourser. On rembourse chaque année environ 300 millions. Donc ça c'est le remboursement normal. Mais il faut arrêter l'accroissement de la dette. Ça, il faut absolument le faire. On est déjà en train de le faire maintenant et il faut changer le fusil d'épaule à partir de la législature prochaine. Mais on peut le faire. Si je vous racontais des carabistouilles, je n'aurais pas eu une cote de AA de Standard & Poor's, qui n'est pas la meilleure cote possible, mais une bonne cote, comme le fédéral, comme la Flandre. Oui, mais on dit qu'à Bruxelles, la dette est très diluée parce que, et on va y revenir, mais énormément d'institutions. Et donc, on est tout à fait transparent à Bruxelles sur le montant de notre dette. Bien sûr, on doit être transparent vis-à-vis de Standard & Poor's, sinon on a des grands problèmes. Mais naturellement, nous sommes à un moment très délicat. Si maintenant on ne fait pas des économies, j'ai d'ailleurs envoyé ma circulaire à tous les cabinets, à toutes les administrations pour les préparer, pour 24 aussi. Et si on ne continuera pas avec ça à partir de 25, on aura des grands problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer de faire de la politique, mais il faudra réduire le budget bruxellois, c'est clair. Et ça, c'est accepté par vos partenaires? Vous êtes, on le rappelle, libéral, néerlandophone. Est-ce que du côté de l'aile gauche du gouvernement... Il y a des partenaires qui savent qu'on doit le faire, qui n'ont pas envie de le faire. Et ce n'est pas gai de faire des économies pour personne, mais qui savent qu'on doit le faire pour garder les finances publiques bruxelloises en bonne santé.
Il y en a d'autres qui, je dois toujours un peu plus convaincre, mais on sera également convaincu aussi par la situation et par les défis devant nous. On ne peut pas continuer comme ça. Ceci dit, en achetant des bus électriques, en créant de nouvelles lignes de tram et en investissant dans le métro, c'est également bien pour l'économie et bien pour le citoyen bruxellois, c'est clair. Enfin, on n'achète pas des métros à des entreprises bruxelloises, alors on aide les Bruxellois dans leur mobilité, mais enfin c'est du financement... Si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Bruxelles pour le faire, pour le fabriquer, la ligne. Et donc, ça revient au fédéral, mais aussi à Bruxelles, parce que s'il y a plus d'IPP qui est perçu à Bruxelles, ça veut dire qu'il y a plus d'IPP qui revient à Bruxelles également. Alors, vous avez justement commandé une étude sur les flux financiers entre régions. Elle a été présentée lundi au Parlement bruxellois. Ça peut paraître un peu fastidieux, mais on va prendre le temps de regarder ce que dit cette étude parce que c'est riche d'enseignements. Mais d'abord, un mot sur le contexte. Pourquoi vous préparez Belgique à 4 régions? C'était ça ce que vous avez demandé aux universitaires. Combien ça coûterait à Bruxelles? Ça coûte plus qu'1 milliard à Bruxelles, et donc c'est de l'argent qu'on n'a pas, soyons clairs là-dessus. Mais naturellement, quand on voit que la Flandre se prépare pour une énième fois pour une réforme de l'État, et que la Wallonie, pour la énième fois, a besoin d'argent. C'est une situation qu'on connaît depuis des décennies dans ce pays. Il se pourrait à un certain moment qu'ils se mettent d'accord entre eux. Les Flamands et les Wallons. Oui, et que les Bruxellois... Contre les Bruxellois. Et les Bruxellois seront juste, quantité un peu négligeable, obligés de suivre. Alors moi, je veux savoir, dans ce contexte-là, si on n'aurait plus 3 communautés et 3 régions, mais juste 4 régions, comme en Suisse un peu, quels seraient les effets financiers? On les connaît maintenant, ils ne sont pas positifs. Vous dites combien ça coûterait à la région bruxelloise? Plus qu'1 milliard. Donc, dans le contexte actuel, c'est très difficile, voire presque impossible. Pourquoi ça coûterait si cher? Les experts pointent notamment le coût de l'enseignement. Comment ça se fait que ça coûte plus cher les écoles ici qu'ailleurs? Parce qu'en fait, là, il faut avouer que la communauté flamande, aussi bien que la FEB et la communauté française, investissent plus qu'ils doivent faire à Bruxelles. Et donc, une fois qu'ils arrêtaient avec cet investissement parce qu'ils sont des régions distinctes, c'est à nous de combler la différence. Et donc là, ou bien tout reste comme c'est bien le cas, mais bon, avec le Covid aussi, notre fédéralisme a été démontré comme un peu défaillant, on peut quand même le dire. Et donc, si on réorganise, mais tout en renforçant aussi le niveau fédéral, parce que sinon, on va encore accroître l'autonomie. C'est une crainte des experts, c'est que finalement, si on renforce les régions, il y a une concurrence entre régions et que, par exemple, Bruxelles paye le fait que des entreprises aillent s'installer ailleurs. Ça, c'est un vrai risque? Non, ça, c'est pas un risque. C'est ce que disait notamment Maxime Fontaine de l'ULB. Non, parce qu'actuellement, disons, c'est déjà le cas. L'impôt sur les sociétés, c'est fédéral. Et puis, les sociétés choisissent où ils vont. Oui, mais si ça devient régionalisé... Non, mais nous ne choisissons pas, je pense que c'est une mauvaise idée jusqu'à présent, de scinder les impôts sur les sociétés. Parce que, d'abord, on appauvrit le fédéral, c'est uniquement fédéral pour le moment. Et 2, alors, on aurait bien une concurrence fiscale quand même dangereuse pour Bruxelles. Pas nécessairement... Mais alors, vous voudriez régionaliser quel impôt, si vous le pouviez? Dans le cadre de cette négociation, vous iriez chercher où l'argent pour combler ce milliard? C'est clair, et c'est ce que tous les partis bruxellois disent depuis quelque temps. Il y a l'IPP, l'impôt sur les personnes physiques, où là, en fait, beaucoup de nafteurs viennent ici parce que les jobs sont ici, et puis ils rentrent chez eux, ils sont les bienvenus pour moi, mais ils rentrent chez eux et ils prennent leur IPP avec eux. Ils ne restent pas à Bruxelles. Et donc là, il y a déjà une partie de l'impôt sur les personnes physiques qui reste à Bruxelles, mais il faudrait augmenter cette part. Je pense qu'avec ces éléments-là, pour cela, on doit transformer, changer la loi de financement spécial. La loi spéciale donc nous n'y sommes pas encore, avec l'étude, disons, c'est un what if et be prepared. Donc nous devons nous préparer et mettons les autres en garde. Mais pour avoir tous ces changements, il faut les majorités de 2 tiers dans le Parlement. Nous y sommes assez éloignés quand même, il faut le dire. Mais l'information, c'est quand même qu'avec cette étude, dans vos compétences, vous faites partie de ceux qui se préparent à une réforme de l'État et qui disent attention, ça pourrait coûter cher à Bruxelles. Ça, on peut quand même le dire. Les universitaires interrogés, notamment Maxime Fontaine de l'ULB, je me permets de le citer puisque la vidéo est visible sur le site du Parlement,
évidemment, pointe aussi le coût des navetteurs. Vous avez dit, notamment, il dit le tunnel à Nicordy, il a sorti un chiffre. Je vais vous demander de le commenter. Il dit chaque voiture qui rentre dans le tunnel à Nicordy, qui est un tunnel bien connu à Bruxelles, ça coûte 70 centimes à la région. Smart Move, qui veut faire payer les navetteurs en fonction de leur utilisation des routes bruxelloises, ça reste un cheval de bataille pour vous? Oui, absolument, parce que, il y a une discussion au sein du gouvernement bruxellois et puis aussi avec la Flandre et surtout avec la Wallonie. Le Parti socialiste à Bruxelles n'est pas favorable. Oui, pour abandonner Smart Move. Moi, je pense qu'il faut continuer la phase test et l'étendre jusqu'aux élections pour, à ce moment, avec la nouvelle majorité, prendre une décision. Parce que, ce serait une décision, un choix durable. En même temps, nous sommes confrontés également avec ces défis budgétaires. Ou bien on change véritablement l'IPP, ou bien il faut avoir un soutien de solidarité par un autre biais. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà en train de dessiner finalement les contours de cette négociation que vous évoquiez, si les Flamands et les Wallons se mettent d'accord sur le dos des Bruxellois, Bruxelles pourrait leur répondre attention, on va vous taxer au kilomètre. C'est un peu ça qui se dessine stratégiquement? Il y a toujours les leviers dont on dispose et il faut les utiliser. Parfois, il faut les montrer, qui sont très bien visibles. Parfois, il faut les avoir derrière la main. On va retourner vers Aline Walsdorf en régie parce que on parlait des voitures et de la mobilité. Et il y a un sujet qui est un incontournable, quel que soit le ministre, Aline. C'est Good Move. Et on a notamment des questions sur Facebook à propos de ces plans de mobilité. Oui, exactement. Les internautes se posent énormément de questions sur Good Move et le coût de ces plans de circulation. D'abord, Pascal se demande si on a vraiment le coût total de cette opération. Et ensuite, Charles estime que cela coûte des millions d'euros. En fait, on constate sur Facebook beaucoup de critiques sur ce plan qui semble ne pas convaincre tout le monde. Good Move, ça coûte de l'argent à Bruxelles. On a estimé ce coût. Il y a les panneaux, mais il y a peut-être d'autres coûts liés aussi. Non, il faut être honnête, ce n'est pas le coût de Good Move qui est important. C'est plutôt de dire comment est-ce qu'organise Good Move. Tout le monde veut avoir moins de voitures dans son propre quartier, mais tout le monde veut pouvoir circuler dans son propre quartier et pas être vu comme un after. Et donc là, je pense que nous avons raté des chances, en ce sens qu'au Pentagone, ce n'est pas l'idéal, mais je pense que ça se passe plutôt OK et c'est digéré. Dans les autres centres des très grandes villes, on fait les mêmes choses. Mais dans les quartiers entourants, comme on a fait à Kuurgem, là, je pense qu'on est allé trop loin, on a été trop vite sur des secteurs beaucoup trop grands. Et on a utilisé trop de béton. En fait, on a montré que le Good Move, c'était des blocs de béton dans votre rue. Mais je voudrais répondre à la question des auditeurs, des téléspectateurs qui disent mais ça coûte de l'argent. Qu'est-ce que ça coûte? Pas grand-chose à vous entendre. Quoi, les plans de circulation C'est plutôt dans les millions. Donc on n'est pas dans énorme des à l'échelle de la Non, région. le coût est assez... on peut le soutenir, mais ce n'est pas toujours une question de coût en politique. Il faut aussi convaincre les gens. Et là, force est de constater qu'on n'a pas pu le faire et c'est pas bien. Donc il faut un peu reculer, il faut prendre plus de temps et quand on change quelque chose dans un quartier, ça doit être un véritable changement qui est meilleur et pas uniquement un circuit de blocs de béton parce que malheureusement, la discussion a été réduite à cela. Et ça, c'est... Ça veut dire qu'il faut aborder le dossier comment, si vous êtes autour de la table des négociations dans 1 an et quelques mois, finalement, on y sera vite. Oui. Il ne faut pas donner uniquement la responsabilité aux communes. Je sais bien que les communes doivent le faire et peuvent le faire, mais je pense qu'à part le centre de Bruxelles, il faut voir comment on pourrait trouver d'autres quartiers où on pourrait faire des changements, pas aussi radicaux. Parce qu'on peut faire des changements, mais on ne peut pas changer tout à la fois. Et donc, je pense qu'on pourrait peut-être plus faire dans quelques quartiers, mais avec moins de changements dans ces quartiers. Mais des changements, moins de voitures à Bruxelles. Il y aura toujours des voitures à Bruxelles, il n'y a aucun problème avec ça. Il y aura des voitures électriques à part. Mais maintenant, il y a beaucoup de voitures. Et c'est dangereux et c'est mauvais pour le climat. Là, il faut aussi continuer à en parler. On reparlera donc de Good Move avant les prochaines élections. On parlera aussi du métro, un coût qui explose complètement. Est-ce qu'à un moment donné, vous, ministre du Budget, vous avez l'intention de dire, au-delà d'une certaine explosion des coûts, on arrête, on fait autrement, on ne fait pas, et c'est combien? Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce métro coûte de plus en plus cher. Plusieurs académiques ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme, mais le gouvernement se tient au projet. Ça, on l'a bien compris aussi.
Il y a des citoyens et des académiciens qui sont contre parce qu'ils disent que ce n'est plus un choix de ce temps. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais naturellement, je suis un promoteur du métro, mais en même temps, je dois garder sous contrôle les finances publiques. Et donc, pour le moment, on peut les contrôler. Donc, la ligne à laquelle on est occupé entre Albert et Nord, elle va se faire d'une façon ou d'une autre, parce que là, on est déjà loin, au-delà du point of no return. On a déjà commencé à creuser. Bon, le reste, j'ai un plan pour assainir les finances publiques et garantir l'investissement dans le métro. Naturellement, la condition, c'est que ces coûts pour le futur de la ligne Nord-Bordeaux reste sous contrôle également. Et donc là, on est dans une période pour voir quelles seront les propositions des entrepreneurs. Donc, pour moi, le prépondérant reste quand même garder les finances publiques sous contrôle. Parce que vous aviez évoqué l'idée d'aller chercher dans l'enveloppe Belliris, voire, si j'ai bien compris, une totalité de l'enveloppe Belliris. Possible, et puis voilà, mais on doit financer d'autres choses aussi. Ouais. Et donc, on peut quand même se demander si à un moment, il y aura un plafond maximum où on dira c'est trop cher. C'est la situation de plein de ménages quand ils font des travaux chez eux ou de pouvoirs publics qui disent c'est toujours une situation de vente. Est-ce que ce montant existe quelque part? Est-ce qu'on se dit ça c'est le montant? Non, il n'existe pas, mais il existe bien un plan que le gouvernement connaît pour rentrer les investissements stratégiques du futur dans le budget actuel, donc pas hors budget. Si au-delà, il faudra encore faire des économies supplémentaires, ça deviendra très difficile. Et cette décision-là, cette question pourrait se poser avant la fin de la législature ou c'est sur une échelle au-delà? Je pense que cette question pourrait se poser avant la fin de la législature. De toute façon, ce sera encore au nouveau gouvernement, la nouvelle majorité, de voir ce qu'elle en fait. Mais je pense que la question se posera, oui. Qui soutient le métro au sein du gouvernement? Quel parti et quel parti ne le soutient pas? On entend souvent des écolos dire qu'ils ne sont pas pour. Ce n'est pas un secret. Disons que les socialistes et les libéraux ont depuis toujours soutenu le métro, des filles également. Et puis, il y a un peu moins d'amour des écologistes, mais ils sont fidèles à l'accord gouvernemental, donc ils ne mettent pas en cause l'investissement. On va reprendre la direction de la régie à Lille-Walsdorf. Il y a d'autres questions qui ont été posées. Je pense à la question de Faisal, que vous pouvez, par personne interposée, poser au ministre. Oui, Faisal, un internaute qui travaille apparemment dans le secteur public, se plaint qu'on ne tienne pas compte dans son salaire de son ancienneté acquise en travaillant dans le secteur privé. Et Faisal soulève quelque chose à propos de l'impact de la crise Covid sur les finances. Il estime que cette crise est loin derrière nous et qu'elle ne doit plus servir de prétexte pour des économies. En fait, c'est même deux questions en une. Il y a... Finalement, la question de monsieur, c'est de dire est-ce qu'on s'y prend bien pour attirer des gens vers la fonction publique? Est-ce qu'on ne doit pas repenser quelque chose dans le système pour rendre la fonction publique bruxelloise plus attractive? Oui, mais vous m'avez posé depuis un quart d'heure déjà des questions pour la pression sur les finances publiques. Donc, je ne vais pas vous répondre en disant qu'on va trouver de nouveaux moyens pour attirer des fonctionnaires. Ça veut dire, pour la question à monsieur, on prend une certaine partie de son ancienneté du privé vers le public, mais pas toute l'ancienneté. Pour le moment, il n'y a pas directement de levier pour changer ce système. Et concernant l'impact de la crise Covid sur les finances, dans certains secteurs comme la culture, on n'est pas encore revenu au niveau pré-Covid. Dans certains secteurs de la culture, parce que pas dans toute la culture. Mais sur les finances de la région bruxelloise? Non, sur les finances de la région bruxelloise, je pense que l'effet est tout à fait derrière nous. Mais bon, derrière nous, ça veut dire que cette crise nous a coûté 1,7 milliard, si je ne me trompe pas. Bon, ça, on l'a dû emprunter, on doit le rembourser. Mais pour le moment, non. On voit quand même si des gens, je comprends, ont beaucoup de doutes, ont peur de cette instabilité globale qui règne. L'économie bruxelloise et belge se porte plutôt bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le croire, mais c'est bien le cas. Donc là, ça peut également nous aider si les revenus augmentent. Ça peut également alléger un peu les efforts budgétaires qu'on doit faire. Vous espérez pouvoir encore développer des politiques nouvelles jusqu'avant la fin de cette législature dans le cadre actuel, puisque vous venez de nous dire l'économie se porte bien? Non, j'ai dit 3 fois non. Donc ça veut dire qu'on va continuer ce qu'on avait déjà préparé.
mais il n'y aura plus de politique nouvelle. On a déjà fait des politiques nouvelles pour chaque partenaire dans la majorité et au bénéfice des Bruxellois. Mais donc, pour le moment, il faut absolument garder le cap de l'équilibre budgétaire sans les investissements stratégiques en 24. Et ça, c'est une condition importante, mais pas suffisante pour la suite de l'histoire. Au plus fort de la crise énergétique, le gouvernement avait pris une mesure forte. Il a interdit l'indexation des loyers, sauf ceux qui ont un PEB très performant, on va dire. Le recours est fait maintenant par le syndicat des propriétaires. Vous, libéral, vous suivez ça comment? Vous pensez qu'il faut renouveler cette interdiction d'indexation? Temporairement, j'ai été d'accord avec cette mesure, parce que n'oubliez pas, maintenant on est en mai, mais si vous avez eu cette interview avec moi en décembre, tout le monde aurait dit il faut prendre cette mesure, on l'a pris. Mais maintenant, il faut petit à petit retourner au normal. C'est ce que le gouvernement fédéral fait également. Bon, on verra ce que cette procédure juridique donnera des propriétaires. Mais donc je ne pense pas qu'il faudra la renouveler. Les arguments pour le faire à l'époque, il y a juste 6 mois, donc ça passe vite en politique, ne sont plus là, non. Nawal Benhamou, à votre place il y a quelques semaines, a dit qu'elle allait demander le renouvellement. C'est normal. Ça va être une ligne de fracture, ça, entre les deux ailes, droite et gauche du gouvernement? Ça pourrait être une ligne de fracture, oui. Mais donc, les arguments que Nawal Benhamou a utilisés à juste titre à l'époque ne sont plus remplis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de gens vulnérables à Bruxelles, mais disons que l'impact de la crise énergétique est presque au niveau normal. Donc, on est post-crise et donc espérons que ça peut se rester comme cela. On a parlé du métro, clivage entre certains partis au sein du gouvernement, clivage aussi entre les Wallons, les Flamands d'un côté, vous le craignez, et les Bruxellois sur les finances, clivage sur le logement aussi. C'est comment l'ambiance aujourd'hui au sein du gouvernement bruxellois? On se souvient que certains partis ont fait grève, ils ne sont pas venus au gouvernement. On se parle maintenant, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Disons que les tensions en politique, c'est normal. Il ne faut pas toujours exagérer. Pas toute tension est un clivage, mais bon, parfois ça peut devenir un clivage. Écoutez, pour le moment, on est dans la dernière ligne droite avant les élections. Dans un an, nous aurons presque les élections. Donc, essayons de terminer et de bien exécuter encore l'accord gouvernemental qui reste un contrat important entre partenaires de la majorité pendant les semaines et les mois qui viennent. Et puis, on verra bien. Donc, les tensions, ce n'est pas une catastrophe en politique. Alors, je voudrais revenir sur un point brièvement qui a été évoqué en commission. C'est passé un peu sous les radars, mais je trouvais ça intéressant. Les universitaires qui ont scruté les finances de la région ont notamment pointé le fait que 8,2% des déclarations fiscales sont faites en néerlandais. Ça indique en fait la vraie présence de néerlandophones à Bruxelles. Qu'est-ce que vous, ministre libéral néerlandophone, vous en pensez? C'est un chiffre qui baisse avec les années, ça on le reconnaît. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra revoir quelque chose? Je trouve votre argument charmant, mais je ne le suis pas. Moi, je pourrais dire que 22-25% des Bruxellois vont dans les écoles néerlandophones et que c'est ça qui reflète la présence néerlandophone à Bruxelles. Et donc, je pense que l'état actuel électoral des néerlandophones, des partis néerlandophones à Bruxelles, qui est autour de 14-15%, est un peu entre les deux. Et donc voilà, moi je pense que le néerlandais est en bonne santé. Je trouve ça d'ailleurs important aussi comme ministre du multilinguisme. Donc je veux que plusieurs langues ont leur place à Bruxelles, pas uniquement le néerlandais et le français, bien sûr. Mais est-ce qu'il ne faudra pas un jour revoir quelque chose dans l'organisation? C'était aussi le sens de l'étude que vous avez commandée. Si on supprime la VGC, la COCOF, est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas se préparer? Est-ce que ça ne se ferait pas sur le dos des néerlandophones? Non, pas nécessairement. Disons que les chercheurs ont également dit que s'ils prennent ces pourcentages, 8,2%, ça ne change pas beaucoup dans le financement. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut intégrer de plus en plus la VGC et la COCOF dans les institutions bruxelloises pour y faire vraiment une région plus forte. Et là, on a des propositions, tout le monde l'aura. Et là, on pourrait plutôt le faire entre Bruxellois. On n'a pas toujours besoin des Flamands et des Wallons. Merci Sven Gatz d'être venu sur le plateau de Plus Actu. Ce soir, le journal vous est présenté comme toute cette semaine par Vanessa Lully. Et puis ne manquez pas les experts de Jean-Jacques Deleu demain samedi. Ce sera Place aux jeunes avec un représentant des jeunes PTB et des jeunes écolos.